Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. J'aime bien soigner la mise en scène. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Vous vous ferez fusiller! Je crois pas, non. Plutôt engueuler, mais je commence à avoir l'habitude. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour nous? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien? Non, là-haut sera ravi, les toits à sur noir griffera, clair, obscur, trouble de rature trouvera, clair, obscur, bordé aux peintures trouvera sans elle. For those who come after, tomorrow comes. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Ici votre illustre inconnu pour un nouveau podcast. Alors, encore une fois, podcast hors série, qui cette fois-ci sera quand même consacré à un gros morceau. On change encore une fois, on n'est plus sur la littérature, on est sur les jeux vidéo. Alors, premièrement, avant de commencer la vidéo, ce qui me paraît important à souligner, ça ne sera pas une vidéo très originale, je vous le dis tout de suite, parce que, en fait, parler de cette œuvre à cette période, à ce moment-là, oui, ça peut paraître un peu opportuniste de ma part, je vous l'avoue, hein, oui, mais le fait est que la vidéo tombe au moment où le sacre de cette œuvre, de ce jeu, est à son paroxysme, hein, avec les Game Awards, et c'est aussi au moment où je conclus le jeu, où j'ai plus de 30 heures de jeu dessus, seulement. En ce qui concerne l'histoire, bien évidemment, hein, il reste encore beaucoup de quêtes annexes, etc. Donc oui, malheureusement, ça tombe à la fois à la période où je joue au jeu et je le finis, et aussi au moment où les Game Awards le récompensent avec le fameux titre de GOTY Game of the Year. Donc j'ai terminé le jeu et son histoire, mais il me reste encore beaucoup de choses à parler, beaucoup de choses à dire, il me reste encore beaucoup de choses à voir, hein. Mais je voulais vraiment parler un peu de cette œuvre ô combien importante, j'ai envie de vous dire, cette année. Dans sa globalité, pour en parler, oui, bien évidemment, pour donner mon avis, mais surtout en fait pour comprendre en quoi ce jeu même, j'ai envie de vous dire, enfin en quoi ce jeu, enfin en quoi cette œuvre, j'ai envie de vous dire, en quoi en fait cette œuvre résonne en beaucoup de personnes, enfin a résonné en beaucoup de personnes cette année, et pourquoi en fait c'est une œuvre extrêmement importante, j'ai envie de vous dire. Pourquoi en fait c'est peut-être même la plus grande œuvre en globalité, hein, c'est-à-dire en art, en film, jeux vidéo, séries, etc. Pourquoi ce serait pas peut-être la plus grande œuvre qui a été faite cette année en 2025 ? Bref, on va pas planer sur le suspense plus longtemps. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène, parce que là, je crois qu'il n'y a pas d'autres mots pour parler de cette œuvre, de ce jeu. C'est vraiment un phénomène, c'est une pure merveille, c'est un triomphe de l'année, un triomphe sur énormément de plans. Aujourd'hui, nous allons parler du jeu vidéo clair-obscur Expédition 33, créé par le fameux studio français maintenant actuel, Soundfall Interactive. Qui êtes-vous ? Ça peut sembler absurde de t'offrir le néant comme récompense, mais... Elle ne peindra plus jamais. Putain, il y a du taf. Il y a du taf parce que, bon, pour commencer, il y aura aucun spoil, voilà. Aucun spoil, pourquoi ? Parce que je m'adresse peut-être à des gens, et sûrement, hein, c'est même pas peut-être, je m'adresse sûrement à des gens dont les jeux vidéo ne sont pas le centre d'intérêt, puisque c'est un podcast, et ce sont surtout, c'est une chaîne qui est centrée sur le cinéma. Et du coup, beaucoup vont voir ça de très très loin, même s'ils ont entendu parler du jeu, peut-être qu'il y en a qui ne jouent absolument pas aux jeux vidéo. Et j'aimerais vraiment donner envie aux gens qui ne sont pas accoutumés justement à ce milieu, j'ai envie de vous dire, de découvrir cette œuvre ô combien intrigante, ô combien folle dans sa direction artistique,
Et oui, bien évidemment, aucun spoiler pour ne rien divulgacher de l'intrigue, juste simplement un peu du début de l'histoire, enfin du début de l'histoire en fait, comment en fait, le concept de ce jeu, juste du début, mais vraiment du début, parce que il y a plus de 30 heures, en tout cas moi je l'ai terminé en à peu près une trentaine d'heures en termes de contenu solo, on va dire, de l'histoire, mais le jeu a plus de, je sais pas, 60 heures de ce que j'ai pu apprendre avant de jouer au jeu, donc oui, je ne veux absolument rien spoiler, et je vous en parlerai aussi pourquoi le jeu est une espèce de énorme surprise où il faut découvrir chaque instant pour être plongé véritablement dans cette œuvre que je trouve absolument splendide. Car le jeu offre un nombre incalculable de rebondissements, de retournements de situation, de twists, et seulement connaître un peu le contexte et l'univers, ça va permettre en fait surtout de découvrir par la suite, comme moi justement, toute la complexité et la richesse à la fois thématique et visuelle de ce jeu vidéo quoi. Donc déjà vous vous doutez bien que vu comment je parle du jeu, je l'ai détesté, voilà, j'ai pas du tout aimé mon expérience, c'est pour ça que j'arrête pas d'utiliser des superlatifs pour parler du jeu alors qu'on est qu'au début de la vidéo. Déjà on va revenir sur le studio, ça serait intéressant avant de parler de... C'est comme quand on parle d'un réalisateur avant de parler d'un film, là il faut quand même parler de toutes ces petites mains qui ont créé ce jeu, et du coup parler un peu de ce studio qui s'est créé je crois il y a à peu près 4 ou 5 ans, un truc comme ça, parce que ça a été une forme de publicité pour le jeu, hein. C'est-à-dire que il y a eu un côté marketing de se dire que le jeu a été seulement, on va dire ça comme ça, seulement composé par une trentaine de personnes, etc. Alors on va revenir dessus, et ça va aussi permettre en fait de débunker certaines choses qui sont soit fausses ou soit qui sont transformées, certaines informations qui sont parfois transformées, parce que vous doutez bien que oui, ok, je peux comprendre les trentaines de personnes, mais ça va bien plus loin que ça. Donc on va essayer de comprendre un peu tout ça au début. Clair Obscur Expédition 33, c'est un jeu vidéo bien évidemment qu'on appelle un jeu de rôle en tour par tour, ce qu'on pourrait considérer comme le fameux RPG, mais c'est pas le RPG classique style The Witcher ou Skyrim. Là on est sur du JRPG, le fameux Japan Role Playing Game, et c'est pas simplement qu'un RPG, ça reprend les codes, mais c'est surtout du JRPG. C'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi au Game Awards on l'a foutu dans la catégorie meilleur RPG. Non, c'est même à part en fait. Mais alors oui, parce que ça peut paraître un peu particulier, parce que le RPG c'est très populaire, oui, mais le JRPG c'est quand même pas donné à tout le monde. Le tour par tour, style un peu Final Fantasy, beaucoup n'aiment pas, et je peux comprendre, moi-même je ne suis pas fan, j'ai déjà testé Final Fantasy, c'était pas du tout ma cam, mais disons que en fait le jeu utilise tellement, on va dire intelligemment le concept, que c'est vraiment dur de chipoter là-dessus, j'ai envie de vous dire. Voilà. Le jeu a été développé par le studio français Soundfall Interactive, premier jeu qu'ils ont créé bien évidemment. Alors on parle du fait, comme je vous ai pu le dire, que Clair Obscur Expédition 33 est un jeu indépendant, car son coût de développement est inférieur à 10 millions. Ça a été, je pense... annoncé récemment que le jeu a coûté moins de 10 millions, on est à peu près de 9 millions de dollars, ce qui est vraiment tout petit, c'est-à-dire qu'on est loin du AAA classique, parce que quand vous voyez des gros jeux style les jeux d'Ubisoft, etc., des fois ça met plus de 100 à 200 millions, voire là encore on est gentil, hein, parce que quand vous pensez au prochain GTA 6 de Rockstar, qui compte à peu près plus de 2 milliards de dollars prévus, c'est vrai que quand vous voyez un petit jeu indépendant qui fait 9 millions, c'est comme un petit film indépendant, quoi. Vraiment, on s'attend pas du tout à ça. Alors tout le monde a dit que le jeu a été développé par 30 personnes. Alors... oui et non, ce serait un peu réducteur de juste dire le jeu a été développé que par 30 personnes. Non, c'est bien plus complexe que ça. On va dire qu'il y a entre 30 et 35 personnes. Mais premièrement, alors il y a eu des développeurs de groupes japonais qui ont participé au développement. Ils ont été aidés bien évidemment pour connaître un peu plus l'esprit asiatique du JRPG, parce que ça vient de là-bas, hein, c'est le Japon, etc. Et non, bien évidemment, l'entièreté créative et l'entière création de ce jeu ne se repose pas sur 35 personnes, vous vous doutez bien. Quand on voit les voix, quand on voit les musiques, les musiciens, les acteurs qui ont prêté leur physique, les acteurs qui ont prêté leur voix, on est à plus de 100 personnes pour créer ce jeu. Même ça, je trouve que c'est assez impressionnant. Même là, pour 100 personnes, quand vous voyez le jeu et le produit final, c'est vrai que vous êtes quand même un peu impressionné, quoi. On est encore une fois pas du tout sur on va dire une grosse proposition AAA type Assassin's Creed d'Ubisoft, par exemple. D'ailleurs, je parle d'Ubisoft, c'est intéressant d'en parler
parler parce que en fait beaucoup de développeurs justement de Soundfall Interactive sont des anciens d'Ubisoft. Premièrement, le CAO de Soundfall Interactive, le boss, le patron, Guillaume Broche, qui était un des mecs qui avait, je crois, bossé à Ubisoft Shanghai, si je dis pas de conneries. Et il y en a plein d'autres qui ont permis de créer ce pari fou et de croire en ce jeu, quoi. Oui, un peu dingue, oui, parce que de base, en fait, moi, je travaillais dans une autre entreprise plus grosse dans le jeu vidéo. J'avais envie de faire un peu mon projet, mon jeu. Enfin, c'est un rêve que j'avais depuis que j'étais gosse. Et du coup, j'ai commencé un peu à bidouiller dans ma chambre le soir en parallèle de mon taf, à me dire comment ça marcherait si je faisais un jeu tout seul. Et ça a commencé comme ça et je suis devenu complètement accro à Unreal Engine, qui est un moteur de jeu sur lequel on a sorti le jeu. J'étais devenu fou, je faisais 8 heures par nuit, je dormais plus, je me disais je peux tout faire, je peux créer mon jeu, c'est la dinguerie. C'est parti comme ça et après j'ai été rejoint en gros petit à petit par d'autres gens. Le premier c'était Tom Guillermin, du coup, qui est notre CTO et cofondateur aujourd'hui, qui travaillait à Ubisoft avec moi. Puis Laurien, notre compositeur, qui donc la musique, fait que 5 mois et moi ça fait 5 ans. Elle me sort pas de la tête, je l'écoute encore tous les jours. Vraiment, Il faut combien de temps pour faire le jeu ? Là, nous, ça fait 5 ans. Ouais. Mais en même temps, vu l'origine du projet, en gros, j'ai bossé 1 an et demi à une ou deux personnes. Puis, on a été pendant 6 mois à 5-6, mais en remote un peu partout dans le monde, juste à essayer de voir ce qu'on peut faire. Et avec l'équipe entière, ça fait 4 ans au final. Et aujourd'hui, on est en studio, on est principalement basé à Montpellier. On est en studio d'une 30aine de personnes avec une petite antenne à Paris pour les cinématiques et la motion capture. C'est combien de personnes ? Rockstar, je sais pas combien ils sont sur GTA 6, il doit être quoi, 2000, 3000 ? Donc il y a vraiment de tout. Donc vous étiez 30 ? Ouais, c'est ça. Une des choses dont on est très très fiers, c'est qu'on a réussi à sortir un jeu où on dirait pas une équipe de 30 derrière. Normalement, ce genre de jeu, c'est plutôt des équipes de quelques centaines de personnes c'est ça. Qui arrivent à sortir ça. On a bien taffé, disons, sur l'aspect graphique, présentation du jeu. Je reviens sur Clair Obscur Expédition 33, donc un jeu de fantasy. Donc c'est important aussi de le signaler que c'est un jeu de pure invention. Quand je dis invention, c'est qu'il n'est pas issu d'aucune adaptation. Alors oui, il y a d'innombrables inspirations, on va revenir dessus après, mais l'univers est 100% original. Pas de reboot, pas de remake, pas de suite, pas d'adaptation, non, on est sur un pur produit original, avec un concept fort, ce qui est déjà assez rare de voir ça à la fois dans les jeux vidéo, et à la fois dans le monde de la culture en règle générale. Et justement, parlons du concept de l'histoire, et là on va rentrer dans l'histoire, je vais essayer de faire plutôt, on va dire, simple, parce que l'histoire est assez simple, mais c'est vrai qu'elle va se complexifier au fur et à mesure. Nous sommes dans un univers complètement original, on va dire ça comme ça, à la fois assez fantastique, mais aussi très très sombre, dans le sens où c'est un pur style issu de la belle époque française. Vous allez le voir de toute façon quand vous voyez les images que je vais mettre. Le jeu a une pure vibe French Touch d'ailleurs, assez impressionnante et assez prononcée, j'ai envie de vous dire. Alors avec énormément de références, plus ou moins subtil, vous avez pu voir les bérets, etc. Parfois ça passe, parfois ça fait un peu cliché. Mais bon, c'est le jeu qui veut ça, d'avoir cette espèce de culture très française, liée à cette volonté de faire la belle époque façon parisienne. Et nous percevons cet univers à travers la ville de Lumière, qui ressemble étrangement à Paris, bien évidemment, entre cette espèce de tour Eiffel un peu déformée et complètement détruite, ou encore l'Arc de Triomphe. Et du coup, pourquoi cette déformation ? Car il existe une entité maléfique et mystérieuse qu'on appelle la Peintresse. Cela fait 67 ans que le monde s'est brisé. 67 ans que Lumière a été envoyée au milieu de l'océan. 67 ans qu'elle est apparue et a peint son premier chiffre. Chaque année, cette Peintresse va inscrire un numéro, on va dire décroissant, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, sur un espèce de monolithe géant qui est en fait dressé à l'horizon, que tout le monde peut voir quand on est dans la ville de Lumière. Et en fait, toutes les personnes qui atteignent ou, on va dire, dépassent cet âge, disparaissent. Ils disparaissent, on va dire, réduits en poussière. Et en fait, cette espèce de disparition, on l'appelle le gommage. Et ainsi, cette année, nous sommes dans l'année, on va dire ça comme ça, où il y a le nombre 33. Déjà, il y a beaucoup de symbolisation avec 33, l'âge du Christ, et aussi que ça fait depuis 67 ans, on va dire ça comme ça, que cette Peintresse existe. C'est-à-dire que Lumière est seulement composée de personnes de moins de 33 ans. Ce qui veut dire que si la Peintresse continue chaque année,
nous arriverons à un stade où il restera plus que, je sais pas, 10 années, et du coup, la ville sera animée que par des enfants. Et là, ça va devenir extrêmement grave, plus d'adultes, plus d'organisation, plus d'éducation, et là, ça va devenir très très grave jusqu'à arriver sur le nombre de 0 où il n'y a plus personne, bien évidemment. Et du coup, pour tenter de remédier à cette terrible maléfice, chaque année, une expédition part pour tenter de tuer la peintresse et détruire en fait cette espèce de détruire cette malédiction, quoi. Cependant, en fait, chaque année, les expéditions se font complètement décimer parce que c'est un voyage qui est extrêmement périlleux. Cependant, chacune de ces expéditions, même si elles se sacrifient, vont permettre de faire avancer le combat chaque année par les notes qu'ils ont laissées, par tous les indices et les challenges qui vont justement, gamberger chaque expédition, on va dire ça comme ça. Et en fait, ça va permettre aux expéditions futures et suivantes de comprendre ce qui est arrivé et déjouer d'une autre manière le maléfice de cette peintresse. Et comme en fait le dit notre personnage principal Gustave, pour ceux qui suivront, pour les expéditions qui viendront après nous. Et justement, vu qu'on parlait de notre cher Gustave, et bien justement, parlons de ce bon vieux gars qui est notre personnage principal dès qu'on commence l'aventure, qui est un espèce de gars qui est déjà, c'est important de le préciser, a un visage assez familier avec celui de notre cher Robert Pattinson. Ça m'a trigger pendant au moins toute la partie où je jouais Gustave. C'est un truc de fou à quel point je pense qu'ils ont vraiment remodélisé le visage de Robert Pattinson avec une barbe. Je vous jure, je pense que ça a fait ça à peu près tout le monde, mais on dirait vraiment Robert Pattinson avec la barbe, hein. C'est vraiment le même mec. Bref, donc nous suivons ce mec qui a justement environ 30 à 31 ans. C'est l'un des plus âgés justement de l'expédition parce qu'il est aussi l'un des leaders. Et en fait, il va être accompagné de plusieurs compagnons, hein, on va dire ça comme ça, avec plusieurs personnes. Lui, il va partir aller dans l'expédition. On a Maëlle, l'espèce de petite rousse qui a justement 16 ans, qui est une des plus jeunes, mais qui va quand même prendre son courage à deux mains et justement aller dans l'expédition alors que c'est la plus jeune, qui est une espèce de, on va dire, petite sœur spirituelle avec Gustave. Ils se connaissent très très bien. On a le personnage de Lune qui est l'espèce de téméraire extrêmement leaduse, et nous avons le personnage de Ciel. Voilà pour les principaux compagnons de l'aventure, ceux qu'on va pouvoir interpréter et suivre tout au long de l'aventure. Alors voilà pour le pitch. Alors j'espère avoir été assez précis, assez fluide, parce que non pas que l'histoire soit compliquée au début, mais c'est vrai que disons qu'elle va se complexifier au fur et à mesure des actes, parce qu'en plus le jeu est divisé en 3 gros actes avec un prologue, un épilogue, etc. Voilà, j'ai essayé de faire le résumé le plus simple et facile, parce qu'en vrai dans un certain sens ça reste quand même assez simple, et même le concept et l'histoire est quand même assez cool, hein, j'ai envie de vous dire. Ça met juste, voilà, permettre de comprendre un peu l'univers où on est, le concept, etc., parce que ça reste quand même assez fantaisiste, mais encore une fois avec une vision assez singulière. Alors oui, comme j'ai pu le dire au début à l'intro, parler de ce jeu à cette période, ça semble un peu opportuniste de ma part, mais bon, comme je vous ai dit, j'ai fini le jeu avant, etc. Il y a quelques jours, donc voilà, je devais d'en parler, même si je ne suis pas du tout testeur de jeux vidéo. Là je vous en parle avec mon ressenti, mon honnêteté. Alors un peu comme tout le monde, je découvre à la fois le jeu et le studio au moment où il explose véritablement, c'est-à-dire en avril-mai 2025, voire même un peu plus, mais je décide de pas toucher au jeu parce que déjà ça me fait un peu peur, le tour par tour. Je me dis bon, et j'avais d'autres choses à faire sûrement, et aussi parce que le jeu avait augmenté de prix. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que dans certains endroits, genre sur Vinted ou le Bon Coin, il avait triplé de volume, c'est-à-dire que de base il coûtait 45 €, un truc comme ça, et d'un coup on le retrouvait à 50, 60 balles. Bon, c'est parce que le jeu explosait tellement, tout le monde l'achetait, tout le monde voulait y jouer. Alors heureusement depuis quelques mois ça va, il a repris le tarif normal, et du coup oui, j'étais passé un peu à côté. Et c'est sûrement voilà à partir de fin novembre, début décembre, parce que là on reste quand même mi-décembre, que j'ai pu mettre la main sur ce jeu. Parfois, vous savez, quand on vous vend un jeu, parce qu'en plus celui-ci, putain, qu'est-ce qu'il a été vendu, on va dire, quand je dis ça, je veux dire de manière marketing, quand on vous vend un jeu en vous disant c'est le meilleur jeu de l'année, qu'il est incroyable, il y a des tas de superlatifs, des fois il faut toujours s'en méfier, que ce soit pour un jeu, pour un film, pour une série, ça il faut toujours s'en méfier parce qu'on est constamment déçu. Du coup j'y suis allé avec des pincettes, hein, vraiment avec ce jeu, même si tout me donnait véritablement envie quand je voyais l'histoire, en me disant putain ça a vraiment une gueule, ça a vraiment une direction artistique de fou, et en plus c'est français, Cocorico, mais il faut toujours faire gaffe en disant il faut faire gaffe à la hype, il faut faire gaffe à ce qui va te plaire ou non, peut-être que le système va pas me plaire, etc., peut-être que le système de jeu n'est pas fait pour moi.
Et pourtant, après plus de 30 heures de jeu, eh bien écoutez, je vais enfoncer des portes ouvertes malheureusement, mais je vais essayer d'en parler d'une manière assez honnête et calme et comprendre aussi pourquoi tout le monde adore ce jeu. Hein. C'est bien de dire que le jeu est super, mais il faut aussi avoir des arguments et avoir des bons arguments. Bah voilà, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais oui, Clair Obscur Expédition 33, c'est formidable, c'est absolument formidable. Oui, Clair Obscur a une poésie incroyable dans ses personnages, dans son scénario, dans sa direction artistique. Oui, le jeu a une direction justement artistique magistrale. Oui, le jeu a une musique incroyable. Bref, on va revenir sur tout ça, on va développer, on va pas dire que c'est juste incroyable. Je vais faire une longue vidéo, je le sais, mais il faut parler quand même de beaucoup de choses. On va revenir dessus et j'apporterai quand même des défauts. Bah oui, parce que le jeu n'est pas parfait, hein, bien évidemment. Aucun jeu, aucune œuvre, j'ai envie de vous dire, n'est parfaite. Et il y en a quand même quelques-unes. Alors, des mini en toute honnêteté, parce que vraiment je trouve qu'il y a tellement de points forts par rapport à certaines limites qu'a le jeu en effet. Mais quand vous voyez une œuvre de cette envergure, avec autant de soin dans sa mise en scène, dans ses personnages ultra empathiques, extrêmement bien écrits, son envie de créer des mondes, des bestiaires, sa musique qui transpire et respire toute l'âme du jeu, et c'est intéressant parce que le jeu va beaucoup parler aussi de l'âme qu'on apporte à sa création, j'en parlerai beaucoup plus tard de ça, et l'âme est justement un des points essentiels pour comprendre tous les enjeux du scénario. Je vous le dis, pas de spoil, mais c'est vrai que ça va avoir une importance. Là oui, on est quand même face à quelque chose d'extrêmement fort. Vous savez, en fait, parfois, il faut prendre du temps sur un jeu vidéo ou sur une série, par exemple, pour se dire si vous avez vraiment aimé ou non, si au fur et à mesure vous n'allez pas être déçu quand vous allez y repenser, si elle va pas vous décevoir au fur et à mesure des épisodes pour des séries, par exemple, ou pour des jeux. Et c'est drôle, mais en fait, avec Clair Obscur Expédition 33, je me suis un peu retrouvé comme quand j'ai joué à God of War, quand j'ai joué à Cyberpunk ou The Last of Us Part 2 par exemple. Alors là je prends mes expériences personnelles hein, de ce que j'ai pu faire il y a quelques années récemment, et aussi les derniers jeux qui m'ont véritablement marqué. J'ai senti au bout d'1 heure ou 2 heures où j'avais commencé à jouer que quelque chose se passait, que ce jeu n'était pas comme les autres, qu'il y avait une espèce d'âme, il y avait une émotion, un cœur qui faisait vraiment fonctionner toute la machine en fait tout simplement. Et c'est là où je vais faire ma première comparaison avec le cinéma, parce que si je parle de ce jeu c'est pas que pour parler du jeu, mais c'est aussi pour le comparer avec le média dans lequel j'effectue toutes les critiques. Sans spoiler bien évidemment, mais en fait je vais prendre un exemple, je vais prendre une scène, je vais pas spoiler encore une fois, mais je vais juste vous mettre le principe, et bon de toute façon pour ceux qui ont vu, ceux qui ont joué au jeu, et même ceux qui n'ont pas joué au jeu, vous connaissez peut-être cette scène, mais voilà, on suit le personnage de Gustave, et en fait le personnage de Gustave va perdre quelqu'un d'extrêmement, on va dire, important pour lui avant de partir en expédition. Et en fait cette scène te permet, on va dire ça comme ça, à la fois de te mettre en empathie avec ce mec, avec le personnage de Gustave, et de comprendre en fait le système du gommage aussi, et comment en fait ce gommage va impacter Lumière et en quoi c'est une véritable menace. En fait, quand tu arrives à cette scène, qui intervient, je sais même pas, à même pas 1 heure de jeu, j'ai envie de vous dire, entre les plans de caméra, la voix
magnifique d'Alice Dubois-Percier, qui est vraiment la chanteuse de cette bande originale, on en reparlera bien évidemment après, la musique, l'émotion que ça te fait ressentir, je me suis dit, waouh, il y a plus de cinéma en 5 minutes de Clair Obscur Expédition 33 qu'en une année entière de cinéma. Et vraiment, je me suis dit ça, je me suis dit, en 5 minutes, ils ont déglingué l'industrie. Et c'est vrai. Je le dis, pas en jeu vidéo, parce que comme je vous dis, j'ai pas joué énormément de jeux vidéo cette année, mais juste en voyant ces images, cette scène, comment c'est poétique, comment c'est beau, ça déglingue tout ce que j'ai pu voir en une année complète de cinéma en 2025. Et vraiment, vraiment, y a rien de surréaliste, y a rien de ridicule quand je dis ça, c'est la vérité et je le pense véritablement. Ça a été le premier signe qui m'a fait dire avec ce jeu, ok, je suis pas sur n'importe quel jeu, je m'attends à quelque chose d'énorme et en plus, on est au début du jeu, on n'a même pas fait 1 heure de jeu. Et la sensation de se dire que je suis possiblement en train de jouer à un chef-d'œuvre, là aussi, on va pouvoir en reparler si on peut vraiment parler de chef-d'œuvre avec ce jeu. Mais même si on peut pas parler de ça, on peut se dire putain, je suis quand même sur un grand jeu quoi. Et ça te le fait véritablement, vraiment à même pas 1 heure de jeu, un peu comme ce que m'avait fait le God of War 2018 ou encore ce qu'avait fait Naughty Dog avec la deuxième partie de The Last of Us. Parler de chef-d'œuvre, c'est peut-être encore un peu tôt, mais parler d'un grand jeu, assurément, il n'y a aucun doute. Bon, je vais faire un avis rapide quand même, enfin un avis rapide, je crois qu'il va durer un petit peu longtemps, mais parce que oui, la vidéo va durer des plombs, mais juste pour expliquer vraiment pourquoi il faut jouer à ce jeu, même si on n'est pas fan de jeux vidéo, et je pense que cette partie sera pas originale, mais je vais essayer de le dire avec mes mots et de la manière la plus fluide et simple possible. On va commencer par ce système de jeu déjà, ce qui sera intéressant, que je pensais vraiment ne pas du tout aimer quoi, parce que vraiment c'est quand même assez particulier, c'est JRPG, et en fait c'est tout l'inverse, je dirais même que c'est un des éléments qui m'a le plus plu, où je trouve qu'il n'y a absolument rien à reprocher. J'adore le tour par tour qui est vraiment présent dans ce jeu, je trouve que Soundfall Interactive a réussi à poser un équilibre parfait entre la difficulté et la manière dont tu peux et tu dois jouer par rapport aux ennemis, par rapport à comprendre comment les ennemis vont attaquer. Je trouve que même au niveau des parades, des esquives, je trouve que il y a un équilibre vraiment parfait et je trouve que c'est vraiment excellent. C'est ni trop dur, ni trop simple, en fait, il y a vraiment un excellent équilibre sur la manière dont tu dois jouer pour ne pas te faire niquer, pour ne pas te faire attaquer, et ça c'est vraiment très intéressant. Le système de parade et d'esquive, comme j'ai pu dire, fonctionne super bien et ça apporte une forme d'épique. Alors ça on reparlera après aussi du côté épique de ce jeu. C'est tellement jouissif bien sûr parce que c'est accompagné par la musique, j'y reviendrai après, mais sans oublier aussi les plans de caméra où tu sens la volonté du studio d'apporter à la fois un mélange de pur on va dire amour pour ce système de jeu, une véritable leçon, vraiment une envie de vouloir proposer quelque chose de jamais vu, tout en proposant de véritables plans cinématographiques quand tu changes de personnage, qui est vraiment, j'ai rarement vu ça récemment dans un jeu vidéo quoi. Il y a des changements de plans ultra détaillés, c'est pour ça que je dis qu'il y a plus de cinéma, je suis désolé, même dans les plans d'attaque, même dans le système de jeu, il y a plus de plans de cinéma dans tout Clair Obscur que dans la plupart des films que j'ai vus cette année qui sont d'une pauvreté abyssale quoi. Ce jeu réussit à la fois à martyriser, j'ai pas d'autre mot, toute la concurrence au niveau jeu vidéo, mais aussi à martyriser dans l'autre niveau qui est le cinéma. Je suis désolé, c'est une des plus belles œuvres que j'ai vues depuis 3-4 ans quoi, sans déconner. Et c'est pour ça que je dis que celles et ceux qui ne sont pas fans de jeux vidéo, allez-y quand même, testez, même si vous n'êtes pas fan, vraiment jouez-y, vous allez quand même voir que on n'est pas sur un jeu lambda, on n'est pas sur un jeu quelconque, on est sur quelque chose qui va marquer, et je l'espère, sur plusieurs générations. Pour revenir sur le système de tour par tour, ce qui me chagrine un petit peu, comme quoi je vais quand même donner des défauts, c'est ne jamais être pleinement en 5 contre 5. Alors là aussi, peut-être que je connais pas très bien le système de, comment on pourrait dire ça, de tour par tour, j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est vrai qu'on te tease à chaque fois cette espèce d'union sur les affiches, sur la jaquette, où on va être les 5 de l'expédition face à un ennemi commun, et c'est vrai que ça n'arrive malheureusement jamais. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir être tous ensemble au combat pour avoir cette espèce d'union, cette équipe quoi, l'union fait la force. Alors c'est peut-être une contrainte du système du tour par tour parce que il faut qu'il y ait 3 ennemis et 3 alliés, etc. Ça doit être comme ça. C'est du 3 contre 3 et pas du 5v5, mais les combats auraient peut-être aussi, mais aussi peut-être que les combats auraient duré trop long parce que t'imagines 5 ennemis et 5 alliés, il y a un moment où tu commences à te faire chier quoi. Donc je pense que oui, c'est un regret, mais je pense qu'en toute honnêteté,
il n'y a pas possibilité de faire plus, parce que je pense que 5 alliés et 5 ennemis, il y a un moment t'en as un peu marre du combat, et t'as juste envie de passer à l'autre quoi. Bref, j'ai pas parlé pendant encore 3 plombes du système de jeu, mais pour moi il fonctionne à merveille, j'ai vraiment pris un plaisir fou, et je pensais vraiment que c'était peut-être le truc qui allait me bloquer, mais alors absolument pas, sans déconner, c'est un putain de moment de défouloir, et de vraiment c'est jouissif quoi, c'est vraiment génial, et tu ne t'ennuies jamais, il y a non-stop des combats, et à chaque fois c'est plaisant, à chaque fois c'est fun, à chaque fois il y a vraiment une énergie dans ce jeu qui est vraiment excellent quoi. En plus, bon pour ceux vous êtes au courant, mais Sandfall a ajouté récemment un petit DLC de remerciements parce que bon, ils ont tout gagné au Game Awards, donc c'est vraiment très cool et j'ai hâte de le tester quand j'aurai un peu de temps. Et si on parle du gameplay, il faut aussi parler de la direction artistique, qui est là, encore une fois, une des choses les plus réussies de ce jeu. C'est somptueux. Alors oui, on pourrait dire qu'il n'y a rien de révolutionnaire en tant que tel, ce qui est vrai, hein, je vous le dis. Même les directions artistiques sont assez diversifiées, mais c'est vrai que ça apporte pas une grande distinction. Mais je trouve, en toute honnêteté, que ça apporte quand même une distinction, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des décors de forêt, de feu, de flammes, enfin les trucs ultra bas de gamme et basiques. Non, on sent que chaque décor exprime tout l'âme de cet univers. Chaque monde apporte une dimension presque propre à ses personnages, aux bestiaires, à ses environnements et aussi aux personnages qui englobent, comme par exemple le village des Gestrales, ou je prends l'exemple du monde des sirènes, qui est absolument magnifique, ou encore le monde sous-marin. Chacun apporte un plus. Alors oui, c'est pas non plus le monde sous-marine, on voit ça même dans Mario, etc. Mais je trouve qu'encore une fois, il a sa dimension singulière et propre qui est vraiment très très bon. Bon, je vais pas spoiler, mais quand tu sais pourquoi il y a tout ce système, ce monde qui a été créé, cette cohérence, en fait tu trouves que c'est super bien trouvé quand t'arrives sur les twists finaux et sur le pourquoi du comment. Je ne dis rien, je veux absolument pas spoiler, mais au fur et à mesure où tu comprends les twists, tu te dis ouais putain, en fait même là ça a été extrêmement bien pensé au niveau scénaristique, tout autant que le design de plusieurs ennemis. Alors tu te dis que oui, encore une fois ils sont pas ultra originaux, même si je trouve qu'ils apportent aussi cette espèce de force de ne pas les voir, de voir toujours que beaucoup d'ennemis sont masqués ou n'ont pas de visage, qui explique qu'il y a une menace qui n'est pas présentable, et en fait ça a un lien aussi avec, je vais dire pas la fin du jeu, mais une explication sur le pourquoi du comment de cet univers. Mais tu sens que le studio a bossé et a réfléchi pour que chacun ait un design précis et singulier, avec un mode de combat propre à chacun et une manière aussi d'attaquer assez différente. Et ça c'est vraiment cool. Oui, bien évidemment, quand on parle des ennemis, il y a quand même une grande résonance avec les jeux de From Software. J'en ai pas fait beaucoup, j'ai dû faire Dark Souls et peut-être Bloodborne, mais c'est vrai que quand tu vois qu'il y a beaucoup de références sur par exemple les camps où il y a du repos, et en fait quand tu te reposes, les ennemis réapparaissent à la manière d'un Dark Souls ou d'un Elden Ring. Oui, le jeu garde quand même sa propre singularité, mais c'est vrai que bon, il y a une grosse vibe Dark Souls dans l'écriture. Mais le jeu ne se contente encore pas de copier, mais il essaye de transformer certaines choses qu'il y avait dans d'autres jeux. Et ce qui est fou, c'est que oui, les designs des monstres et des ennemis ont déjà été vus auparavant, mais pourtant ils arrivent quand même à apporter une touche, une âme, pour nous faire croire en fait à ce monde et à ces créatures. L'exemple le plus parlant reste quand même le personnage d'Esquier, qui représente en fait à lui seul toute la singularité que voulait transmettre Sandfall Interactive à travers ce jeu, cette espèce de gros marshmallow guillemot avec sa petite tête, mais c'est ça justement, c'était à travers le personnage d'Esquier. On reparlera du personnage d'Esquier parce que je ferai aussi une partie sur tous les personnages. Et en ce qui concerne le scénario, là aussi c'est quand même l'âme de tout le jeu. Il est vraiment incroyable, je ne spoil absolument rien, mais si le début était déjà ultra intéressant et ultra prenant sur le fond et la forme, en fait le scénario développe sagement son récit pour aller sur quelque chose de plus complexe, et ça va progressivement prendre une tournure de plus en plus sombre, de plus en plus mature et complexe, pour aller vers quelque chose à la fin d'assez philosophique, voire dans son dernier acte sur quelque chose d'extrêmement humain et philosophique. Et je m'attendais absolument pas de voir ça dans un jeu vidéo récemment quoi. Ça faisait très longtemps, je crois que le dernier jeu vidéo qui m'avait foutu une claque pareille sur cette thématique, c'était la thématique de la spirale de la vengeance qui était sur The Last of Us, et je pense que depuis je n'avais pas vu un jeu aussi mature dans ces thématiques. Et je vous avoue que le jeu fait preuve d'une maturité assez folle en parlant de deuil, de la mort, ça va parler de la famille, de la perte d'un être cher, avoir à la fois un scénario complexe
intéressant mais aussi simple d'accès au début pour que au fur et à mesure il se complexifie, il progresse, tout en gardant quand même un public large parce que le jeu a quand même super bien fonctionné, tout en gardant aussi tout en ayant des personnages ultra attachants et bien écrits. Est-ce que vous avez vu des films avec une telle proposition artistique récente? Mais il y en a pas, zéro, vraiment quoi. Encore une fois, Clair Obscur gagne haut la main sur ce pari, quoi, c'est vraiment fou. Sans oublier que le jeu te balance énormément de twists, de rebondissements. Comme beaucoup de gens, je ne m'attendais pas, absolument pas à ce qui arrive à la fin du premier acte, de l'acte 1. C'est quand même un énorme coup de génie, on va dire ça comme ça, ou plutôt un énorme coup de pute, en fait, je sais pas véritablement. Alors, ils nous ont fait une The Last of Us partout. Pour ceux qui ont joué au jeu, vous savez sur quoi, de quoi je veux parler. Non, je m'y attendais pas, et ça arrive tellement brutalement dans l'intrigue que tu te dis c'est pas possible, c'est une connerie, ils ont fait ça, mais en fait ils vont sur un autre chemin. Non, absolument pas, il n'y a pas de retournement de situation. Quand vous voyez ce qui se passe, c'est vraiment ultra brutal à la manière d'un The Last of Us. Pour ceux qui ont déjà joué au jeu, vous voyez le parallèle que j'ai envie de faire. Et pourtant, même si je trouve que son histoire est formidable et qu'elle devient vraiment folle à partir de l'intervention du personnage de Verso dans le récit, alors je veux quand même dire que le jeu tombe un peu parfois dans cette espèce de syndrome du tout expliqué vers la fin. C'est-à-dire par là que le jeu te balance beaucoup de moments un peu étranges, un peu what the fuck, où tu t'essayes de comprendre et tu te dis pourquoi le personnage est là, pourquoi cette espèce d'esprit fantomatique, qu'est-ce que ça veut signifier. Et le problème, c'est que beaucoup de choses sont révélées à la dernière minute, ce qui fait que tu trouves pas ça bien équilibré dans la structure, on va dire, narrative du jeu. Et je trouve ça un peu gros, malheureusement, et ça, c'est beaucoup trop de jeux ont ça, et beaucoup trop de films aussi ont ça, malheureusement. Et en fait aussi, et ça revient au même, le jeu te perd parfois dans son scénario, malheureusement. Alors peut-être que c'est moi, peut-être que je suis trop con pour comprendre certaines choses, hein, mais oui, parfois c'est dommage de ne pas avoir clarifié plus certains éléments avant la fin de l'acte 2 ou le début de l'acte 3 par exemple. C'est, on va dire, un peu maladroitement construit malheureusement. Mais il faut bien aussi que je trouve des défauts au jeu parce que je pense que c'est à peu près les seuls défauts que je dirais, parce qu'après ça va aller que sur des superlatifs en disant que le jeu est génial, mais encore une fois il faut trouver des arguments pour dire pourquoi le jeu est exceptionnel. Mais oui, comme d'habitude, comme dans n'importe quel jeu, il y a des défauts, hein, rien n'est parfait, étonnamment, oui, ça tombe un peu sur le scénario, oui, qui est très bon, mais là encore, il est pas parfait, parce que la manière, on va dire, de structurer le récit et le scénario n'est pas parfait, et même la fin, même si je la trouve très belle et magnifique, bien évidemment, le climax est incroyable, c'est vrai que tu dois aller rechercher certaines thématiques, etc. Mais ce qui est vraiment intéressant, ça veut dire que le scénario est assez malin et complexe pour que tu te dises que certaines choses dont tu n'as pas compris, tu vas devoir essayer de comprendre en soit rejoignant au jeu ou en essayant de comprendre tout le scénario depuis le début. Et vu qu'on parlait du scénario, il faut parler des personnages. Et alors là, encore une fois, c'est quand même l'énorme force du jeu. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti une empathie aussi forte pour autant de personnages. Alors il n'y en a pas énormément, mais justement, moins il y a de personnages, plus tu peux les développer, et c'est ce que prouve le jeu. On est avec eux, on ressent leur mélancolie, on ressent leur tristesse, leur douleur, leur émotion, grâce, alors déjà à la performance des comédiens à la fois dans le doublage, VO, VF, j'ai absolument rien à dire, c'est parfait. Charlie Cox, par exemple, notre cher Daredevil, ou encore Andy Serkis en Renoir, et bien évidemment les comédiens qui font, on va dire, la performance physique, c'est exceptionnel, j'en parlerai après. Du coup, étonnamment, je crois que les comédiens sont différents entre la voix et le physique. Charlie Cox n'a pas prêté son visage, mais il a prêté sa voix. Et pareil pour Andy Serkis, je crois. Franchement, je n'avais pas ressenti, on va dire, une telle envie de croire en ces personnages qu'ils existent, enfin, croire qu'en fait ces personnages sont parmi nous et on peut s'attacher à eux. J'avais pas ressenti ça depuis The Last of Us ou encore Cyberpunk 2077, ce qui remonte quand même à un petit peu de temps. Parce que des personnages aussi bien écrits et travaillés dans le monde du jeu vidéo, c'est assez rare. Du coup, je vais quand même faire un petit retour rapide sur les personnages parce qu'il faut aussi en parler. Gustave, alors Gustave c'est quand même le GOAT, faut le dire. Je crois que tout le monde l'a adoré dès les premiers instants. Tu découvres en fait cet univers à travers ses yeux,
c'est un personnage incroyable, il est à la fois super drôle, ultra classe, ultra attachant, c'est presque, oui, c'est un espèce de grand frère ultra protecteur. Quand tu vois le duo qu'il a avec Maël, il est exceptionnel, vraiment c'est génial, il paraît tellement simple et tellement humain, et je pense qu'en toute honnêteté, bon, la version française elle est excellente, et c'est vrai que Charlie Cox il doit apporter un plus, parce que Charlie Cox, ça c'est cette espèce de visage aussi assez angélique d'un mec ultra cool, ultra sympa, et du coup c'est une bonne idée d'avoir pris justement Charlie Cox. Alors j'en dirai pas plus sur le personnage parce que j'ai pas envie de spoiler, et ceux qui savent, bah voilà, j'ai pas grand chose à dire, non, il y a tellement de choses qui englobent le personnage de Gustave que je ne veux rien dire, et pas de spoil, encore une fois pas de spoil parce que, voilà, je dis rien. Pour le personnage de Maël, bah pour moi c'est le personnage du jeu, c'est l'enjeu émotionnel, central, thématique de Clair Obscur. Son évolution, bah, il est incroyable, tu ne t'attends pas à ce que cette petite nana, toute mignonne, toute jolie, bah, elle devienne une nana ultra badass, et qu'en fait elle devienne la thématique et presque le cœur émotionnel du jeu. T'attends absolument pas à ce qui va lui arriver, elle est super forte, elle est super cool. En fait c'est ça qui est intéressant avec le jeu, il te met constamment dans l'attente et te surprend à chaque fois sur les choix qu'il fait, sur les décisions de certains personnages, et notamment aussi le personnage de Verso qui, j'en parlerai après de Verso, qui a aussi un arc super intéressant où il y a des moments où tu le trouves détestable et il y a d'autres moments où tu le trouves super kiffant. Mais Maël c'est vraiment l'âme du jeu quoi, sans déconner, c'est vraiment, elle est adorable, super attachante, c'est vraiment le cœur émotionnel de l'histoire quoi. Mais ouais, Maël c'est vraiment l'âme du jeu, elle est adorable, attachante, super touchante, c'est vraiment le cœur émotionnel du jeu quoi. Le duo justement Maël-Gustave, comme j'ai pu le dire, il est incroyable, cette espèce de duo, enfin ce faux duo frère-sœur, c'est vraiment d'une justesse assez folle. J'ai été bluffé par la performance aussi de l'actrice qui joue Maël. Vraiment j'ai été impressionné quand je voyais le visage qu'elle avait, je me suis dit putain, j'ai vraiment l'impression de voir un humain qui pleure, qui a des émotions, qui a de la haine, de la vengeance. Je crois que la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était pour l'actrice Ashley Johnson qui jouait justement Ellie dans The Last of Us. Je ferai beaucoup de comparaisons, mais c'est vrai qu'il le faut. La version française est excellente, bien évidemment. Et d'ailleurs, l'actrice qui interprète le rôle de Maël, l'actrice, on va dire originale, qui est Jennifer English, je crois, elle a eu le Game Awards de la meilleure performance, amplement mérité pour moi. Les autres étaient très bons, mais c'est vrai qu'elle, putain, il y a une âme, il y a un truc qui ressort, elle est exceptionnelle. Donc oui, pour moi, Maël, meilleur personnage du jeu, de très très loin, meilleur personnage, meilleure interprétation, meilleure aussi évolution, c'est absolument génial. Et Verso, qui est cette espèce de troisième personnage ultra majeur du jeu, alors, il arrive beaucoup plus tard, c'est un peu un contrepoids, on va dire, total avec Gustave, c'est-à-dire qu'il est plutôt calme, il est plutôt réservé, il est assez sombre, alors que, justement, Gustave avait ce côté très lumineux, il est par moments assez, enfin pas très empathique, j'ai envie de vous dire, au début je parle, et petit à petit, bon, tu commences à l'apprécier, tu commences à voir que le mec il est ultra badass, il a encore une fois un chara design super cool, il est classe, il a de la gueule, ses attaques sont ultra épiques, et d'ailleurs en fait chaque personnage, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais chaque personnage a des attaques incroyablement épiques quoi, c'est aussi ça que je veux dire avec ce jeu, c'est qu'il est ambitieux, singulier et terriblement épique quoi, par la musique, par la manière dont Soundfall Interactive va créer cet univers à travers une forme de puissance, d'énergie qui est assez fou. Tout ce que en fait le cinéma ne fait plus et que le jeu vidéo reprend depuis plusieurs années quoi, en toute honnêteté. Et concernant les autres personnages, l'une, je la trouve très cool. Alors elle est là au tout début de l'aventure. Alors elle aussi, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre sa motivation parce qu'elle est pas agressive, mais c'est vrai qu'elle a ce côté revancharde où elle baisse pas les bras, là aussi encore une fois super classe, mais en fait tous les persos du jeu sont d'une classe folle. Je crois qu'il y a aucun vraiment personnage où il y a aucun charisme, en fait ils pètent tous la classe, autant les nanas que les mecs, et c'est vrai qu'elle, ouais, elle a ce côté ultra rentre dedans, où je baisse pas les bras, etc., mais c'est vraiment super intéressant. Et alors on a Ciel. Alors elle, je vous l'avoue que c'est elle qui est moi le moins convaincu sur l'expédition, déjà parce que j'y ai pas énormément joué, alors c'est un peu ma faute parce qu'en plus elle a des attaques de fou, hein. Et en fait j'aurais dû la jouer davantage, mais j'ai un peu l'impression que c'est un peu, cette nana c'est un peu la cinquième roue du carrosse malheureusement, enfin moi je le trouve, hein. Je dis pas qu'elle est nulle, hein, loin de là, mais malheureusement le personnage manque un peu de background, ou alors c'est pas assez développé malheureusement avec l'histoire de son mari qui est là, etc., c'est un peu dommage, pour qu'on s'y attache vraiment.
C'est dommage parce que vraiment, encore une fois, elle est très cool, comme tous les autres persos, elle est super classe, elle balance des attaques mais ultra puissantes avec ses espèces de cartes de magie, etc. Donc ouais, c'est un peu dommage, mais encore une fois, ça reste quand même un bon perso. De toute façon, il n'y a aucun perso qui est nul dans ce jeu, vraiment, absolument pas. On a Renoir, qui est, on va dire, le antagoniste de ce jeu. J'étais même pas au courant que c'était lui l'antagoniste, je savais qu'il était présent, mais je pensais que c'était presque un sage ou un mec qui allait revenir, etc. Alors le sage, c'est quelqu'un d'autre dans le jeu, on va dire ça comme ça. Alors Renoir, lui, bah, ça pourrait être aussi le GOAT, tellement bah, il pète la classe, encore une fois. Dès qu'il apparaît à l'écran, tu sens une menace immédiate, imminente. Tu sens que le gars, bah, il est pas venu pour trier les lentilles. Il en impose. Il a une classe folle avec son espèce de manteau, sa petite canne, etc. Tu sens qu'il a une classe absolument folle et qu'il est extrêmement dangereux. Alors bien évidemment, la VO exceptionnelle parce qu'il y a Andy Serkis, etc. Mais alors, là c'est mon côté chauvin. Mais alors la VF. Parce que l'idée de génie d'avoir pris Féodor Atkin... Pourtant tu insistes pour te précipiter vers la mort. Tu n'essayes pas d'arrêter le bon cycle. Tu fais ça uniquement pour toi. Bien sûr. C'est plus facile pour toi de le penser, n'est-ce pas? Plus facile de nous trahir si c'est moi le méchant. Pousse-toi, Verseau. Je vais buter ce sale enfoiré. Tu ne lui as pas dit la vérité. Qui a une voix, mais ultra puissante. Enfin, quand t'entends la voix de Féodor Atkin, juste en entendant sa voix, tu sais qu'il peut faire résonner la terre entière. Mais quelle idée de génie de la part de Soundfall ou des mecs qui bossent dans le doublage d'avoir pris Féodor Atkin. C'est la voix parfaite pour ce genre de perso, quoi. C'est encore une fois une idée brillante du studio. Et alors, Féodor Atkin, à chaque fois que tu l'entends parler, il est exceptionnel. C'est un des plus grands comédiens de doublage. Et dommage qu'on ne l'ait pas vu assez en tant qu'acteur. Évidemment, on le connaît en tant que comédien, mais quel comédien de doublage, il est vraiment exceptionnel. Et alors lui, il emporte haut la main du comédien de doublage, mais Féodor Atkin, c'est tellement sûr, c'est un peu comme quand tu prends Emmanuel Jacomi, tu sais déjà que t'es parti pour avoir un méchant ultra charismatique. Concernant les autres personnages secondaires, on a Monoko, qui est cette espèce de mec un peu particulier, qui fait un peu vieux sage, très cool aussi. Alors, tu te demandes un peu pourquoi il suit l'expédition Baekhyang, parce que peut-être qu'il en a un peu rien à foutre, mais bon, ok. Son design est très sympa aussi, cette espèce de mélange entre un singe, un vieux sage, et on dirait un peu Splinter des Tortues Ninja, assez sympa aussi. On a Esquier, alors j'en ai déjà parlé, bon, probablement le personnage à la fois le plus drôle et le plus con du jeu, mais très sympa, peut-être le mec le plus drôle. Encore une fois, ce mélange des extrêmes est très sympa aussi, ça fonctionne à merveille. Il a un gros corps ultra balèze, mais il a une toute petite tête. Il a une grosse voix, mais en fait ça paraît si doux. Enfin, je trouve que voilà, il y a un mélange qui fonctionne très bien dans les extrêmes, et je trouve que voilà, c'est le personnage le plus mignon, le plus chouchou. Il est trop adorable. Franc était tout le temps ouais, mais maintenant il est plutôt ouais. Ben oui, ouais. Comme dans le temps, quand il n'y avait rien d'autre dans le monde que nous quatre, et qu'on partait sans cesse à l'aventure. Ah, je vois. Mais pourquoi Bou? Comment ça se fait que tu ne sois pas bougon comme François? Oh, mais je le suis. Oh, vraiment? Moi aussi, je suis un peu bou. Mais je suis aussi ouais. Sauf que chez moi, le ouais et le bou s'équilibre, c'est tout. Et en fait, ça se justifie par le fait que, en fait, le personnage d'Esquier est à la fois super doux, mais il peut être extrêmement puissant et dangereux, parce qu'il y a un moment où en fait tout le monde est sur le cul en comprenant que Esquier, en fait, c'est pas qu'une grosse guimauve. Non, le mec il peut péter des gueules, c'est juste que en fait il l'avait pas dit avant. Son espèce aussi de relation qu'il a avec les pires, c'est con, mais en fait je trouve que ça fonctionne bien, et c'est un humour qui est décalé et qui construit aussi un peu tout l'univers avec ce personnage d'Esquier, etc. Donc vraiment, c'est encore une fois très cool. Donc Esquier, encore une fois, très très fort. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai pu dire sur les persos, hein, on va dire ça comme ça. Et enfin, il faut parler d'une chose que j'ai pas encore vraiment développée. Ou alors très rapidement, mais parce que, en fait, c'est peut-être l'élément le plus fou et le plus incroyable du jeu, et je pense que vous voyez venir, hein, c'est
sa musique. Alors, on peut reprocher plein de choses. Hein. Évidemment, on peut être fan d'une tour par tour, etc. Mais si honnêtement, il y a peu de choses que vraiment je peux reprocher au jeu, mais s'il y a bien un truc qu'on ne touche pas, et je veux rien entendre, c'est sa musique qui est parfaite. Vraiment, je trouve qu'elle est absolument parfaite. Et là, ça va peut-être faire un peu pub, mais je suis pas payé, hein, désolé, là c'est vraiment moi encore une fois qui parle honnêtement. Je tiens à remercier toute l'équipe musicale pour avoir créé, je le dis en toute honnêteté, un chef-d'œuvre. J'ai pas peur de le dire, oui. La musique est à la limite du chef-d'œuvre, tant elle transpire encore une fois l'âme du jeu par ses personnages, les combats, les moments d'émotion. Putain, la musique des combats, elles sont... je crois qu'il n'y a pas une scène de combat nulle à cause de la musique, ou plutôt grâce à la musique. C'est une folie furieuse. Quelle ambition, quelle émotion. Je sais, j'enfonce des portes ouvertes, mais il faut le dire et le redire, il faut saluer ce travail. La musique est absolument phénoménale. C'est un chef-d'œuvre, vraiment je le dis, c'est exceptionnel. Mais en fait, j'avais pas justement écouté la musique avant, mais j'avais un peu... dès que j'ai commencé un peu le jeu, j'ai écouté, j'ai dit putain la vache, elle est ultra singulière, elle est ultra originale. Tu te dis ah ouais, bah putain, si la musique est comme ça, dès les premières heures de jeu, j'attends de voir vers la fin. Non, mais c'est vraiment incroyable, c'est l'apothéose, quoi. J'applaudis le compositeur qui est Lorient Testar, le compositeur qui a créé cette musique absolument splendide avec plus de 150 titres pour chaque personnage, chaque niveau, chaque niveau, direction artistique, chaque situation. Mais elle est tellement belle cette musique, putain, c'est tellement rare. Je crois que ça fait longtemps que j'avais pas entendu une bande originale aussi belle, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les films ou dans les séries. Il y a tellement de moments épiques, incroyables. Je repense aux musiques des Gestrals, dans le village des Gestrals, bien évidemment la musique de Lumière, avec la voix de la chanteuse absolument géniale, la musique d'Alicia qu'on entend justement au début à chaque fois qu'on rentre dans le jeu, la musique de la sirène aussi qui fait très The Witcher 3 justement, mais bon, si on s'inspire, autant s'inspirer de super jeux comme The Witcher, le combat contre Renoir avec je pense la plus grande musique du jeu, avec le terme de Une vie à t'aimer, qui est une musique qui dure à peu près 9 minutes. C'est fou quoi, vraiment c'est absolument génial. J'ai vu parce que je crois qu'ils avaient justement chanté au Game Awards, mais t'as les frissons quoi, c'est absolument démentiel quoi, c'est génial. Une bande originale vraiment comme ça, j'en avais pas vu depuis The Witcher 3 je crois, véritablement. En termes de jeux vidéo, j'avais beaucoup aimé, il y en a plein que j'avais adoré, The Last of Us, Red Dead Redemption, etc. Mais c'est vrai qu'une musique avec autant de compositions intéressantes, musicales et fortes et épiques, ouais, je crois que j'avais pas vu ça depuis The Witcher 3, donc ça fait 10 ans, voilà, 10 bonnes années. Et bien évidemment, il faut aussi saluer cette chanteuse d'opéra que personne ne connaissait, Alice Dubois-Percier, une voix magnifique, ultra charismatique, ultra belle. Tellement, en fait, je suis vraiment super content que ce genre d'artistes qui ont un talent inné perce, parce qu'en plus elle a percé. Je crois que ça doit être la 3e ou 4e artiste francophone qui fonctionne le mieux sur Spotify, etc. Bah elle le mérite, elle a une voix tellement belle, enfin en toute honnêteté vraiment ça me fait tellement plaisir de voir des chanteurs et des compositeurs comme Lorient Testar ou cette nana cartonner, parce qu'en fait ils le méritent tout simplement. Voir des artistes qui sortent de nulle part et qui arrivent à créer des choses absolument magnifiques, c'est vraiment un plaisir. Ça prouve que la création et que les gens ont encore du bon goût et aiment justement ce qui vaut vraiment le coup et ce qui vaut justement le travail acharné. Parce que la BO a quand même pris 5 ans et quand tu vois la musique dans le produit final, bah oui, ça se voit que ça a pris du temps, ça se voit que en effet la manière dont on a écrit, même les paroles et la musique, bah oui ça se voit que ça a pris 5 ans parce que c'est un travail acharné, parce que c'est absolument magnifique, c'est super. Et alors tous les chanceux et les chanceuses qui vont aller voir le concert symphonique l'année prochaine, parce que je crois qu'ils font des tournées alors à la fois à Paris, en France, mais aussi dans d'autres villes en Europe. Vous êtes des chanceux quoi, vous allez vous en prendre plein la gueule, parce que même moi qui me suis pris un peu de temps pour écouter etc, je me dis mais putain, mais sans déconner quoi, ils vous en prennent plein la gueule sur à peu près 3 heures de contenu, donc vraiment vous allez surkiffer quoi. Bref, la musique c'est un bijou de chaque instant. Et pour le prouver, je vais vous montrer cette scène où t'as la musique qui va résonner avec les émotions des personnages.
le deuil et la perte d'un être cher. Je vous mets l'extrait. Et ça, cette scène, alors c'est rien hein, par rapport à ce que vous allez avoir dans le jeu entier. Ça, c'est, je vais pas dire que c'est peanuts, mais en tout état, oui, c'est vraiment, c'est pas grand chose par rapport à plusieurs moments de jeu. Je repense à la musique du hub central quand on arrive, quand on a cette espèce de carte, parce que là aussi le concept du monde ouvert est très sympa quand tu vois comment c'est fait. Cette espèce de semi-monde ouvert où on est tout petit et on voit ce monde gigantesque. Déjà ça te montre une forme de gigantisme et tu vois que cet univers est démentiel. Mais alors la musique avec encore une fois la voix de cette chanteuse d'opéra, c'est génial quoi. Et bien évidemment les moments de combat, en fait c'est même un truc de fou parce qu'il y a plein de moments de combat, de moments de tour par tour où je lâchais la manette et j'écoutais la musique, je me disais mais qu'est-ce que c'est épique, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est puissant. Il y a un mélange de tellement d'éléments. Oui c'est épique, oui il y a de l'ambition, oui il y a de la force dans les voix, oui il y a énormément comme j'ai pu le dire d'émotions, mais en fait il y a un mélange de plein d'éléments et ça te et à la fin ça te construit une œuvre absolument magistrale quoi. Voilà, c'est magistral. Je sais pas combien de fois j'ai chasamé pour savoir quel était le titre, etc. Et en plus je faisais ultra attention parce qu'il y a plus de 150 titres quand tu vas sur Spotify et du coup je faisais gaffe de regarder à quel niveau je suis, parce qu'en plus ce qui est intéressant c'est que quand tu regardes la musique il y a le niveau dans lequel t'es, si t'es au niveau des sirènes, si t'es au niveau de la ville sous-marine, si t'es au niveau du village des Gestrales, etc. Et ça c'est super intéressant. Voilà, je voulais juste pas me faire spoiler les musiques et je savais qu'il y avait quelques musiques comme la musique Une vie à t'aimer. Si vous êtes en train de faire le jeu, ne l'écoutez pas, écoutez-la à la fin parce qu'en fait elle spoil certaines choses et quand vous voyez le moment final, quand vous voyez le combat, c'est exceptionnel. Je crois que j'en ai trop parlé. Encore une fois, j'aurais pu encore parler pendant des heures de cette musique qui est absolument magnifique quoi, vraiment c'est chapeau à Lorient Testar pour avoir composé un bijou musical. Voilà, c'est absolument parfait, c'est magnifique. Je comprends pourquoi tout le monde en a fait des tonnes sur cette musique, mais en fait on n'a même pas fait des tonnes. Je trouve que c'est magnifique, c'est sublime. J'ai vraiment, je crois que ça fait très longtemps que j'avais pas écouté une bande originale, que ça soit dans les films, etc., qui m'a scotché à la gueule, quoi. Donc oui, vous m'avez bien compris, j'ai adoré Clair Obscur, Expédition 33. Je suis tombé amoureux de sa musique. J'ai adoré suivre son histoire, j'ai adoré suivre son récit, ses thématiques, ses personnages, son gameplay. C'est bien évidemment le meilleur jeu auquel j'ai joué cette année. Et je dirais même plus, c'est peut-être le meilleur jeu auquel j'ai joué depuis au moins 2 ou 3 ans. C'est pas le meilleur jeu que j'ai joué, non, faut pas déconner non plus. Mais oui, c'est un immense jeu, c'est une véritable leçon sur à peu près tout, malgré des défauts évidents. Comme j'ai dit, la structure narrative de son scénario, certains dialogues, bien évidemment, je trouve que ça ne sert un peu à rien. Les notes et pages des anciennes expéditions, c'est un concept qui est intéressant, mais encore une fois, comme beaucoup trop de jeux, ça fait chier de lire, c'est un peu chiant de lire. Quand tu joues à un jeu, t'as pas envie de lire, t'as envie de jouer, t'as envie d'être dans le jeu, donc c'est un peu dommage. Et certains autres défauts qui sont, parce que aucun jeu n'est parfait. Même si celui-ci, je dis pas qu'il s'approche de la perfection, mais faut vraiment chier dans la colle pour trouver des véritables défauts, même s'il y en a, mais pour vraiment dire ah j'aime pas ou ah c'est pas bien. Donc voilà, je crois que j'ai donné assez mon avis sur le jeu. Je crois que ça fait plus de 40 minutes que j'en parle, mais en fait j'ai déjà un peu parlé de pourquoi Clair Obscur
symbolise une forme de résonance en chacun de nous, enfin en beaucoup de personnes plutôt. Et pourquoi ça a été un succès planétaire? Parce que 5 millions de copies vendues en octobre 2025, précisément, pour un budget de 9 millions de dollars, c'est rien du tout. Enfin, le budget, hein, rien du tout, parce que 5 millions de copies, c'est énorme, parce que on dit que c'est un petit jeu, oui, un petit jeu par son développement. Alors, quand vous voyez le jeu, vous avez vraiment l'impression de voir un AAA, tellement le jeu est beau et épique, et tellement ils ont pris un travail énorme, et ça prouve encore une fois que le savoir-faire, il n'y a rien de mieux pour le jeu vidéo. Et je me rends compte très vite qu'en fait, l'avenir du jeu vidéo est quand même fait entièrement, et une bonne partie dans beaucoup de pays européens. Quand vous voyez par exemple CD Projekt, qui était quand même un studio polonais, bah vous voyez qu'en fait les plus grands talents viennent d'Europe, en France, en Pologne, en Angleterre. Voilà, oui, comme d'habitude, le jeu est devenu très rapidement un phénomène. Alors, pas qu'un phénomène français, un phénomène planétaire. Et ça s'explique par une chose, parce que le jeu parle à énormément de monde en fait. Il aborde des thèmes très proches de nous. Il va parler du deuil, il va parler de la perte d'un membre de la famille, comment faire face à la douleur par la création, par le deuil, comment affronter le deuil par la création, comment survivre en créant, et en quoi en fait ces créations peuvent tout transcender. Je ne spoil pas, mais ça c'est peut-être la thématique la plus forte du jeu, et c'est pas ce qu'on pense véritablement quand on commence le jeu, étonnamment, mais ça c'est au fur et à mesure où le scénario se complexifie. La question de créer face au deuil est centrale, et c'est même extrêmement intéressant. Je veux pas rentrer dans les détails encore une fois, sinon ce serait encore une fois du spoil, mais au fur et à mesure que tu comprends cette histoire, et les détails qui gouvernent la famille en règle générale, on va dire ça comme ça, tu te rends compte que c'est aussi une histoire d'héritage, et de la manière dont tu choisis ta famille. Et on voit ça à travers le personnage et ce duo, à travers le personnage de Maël et de Verso. Bref, pour les ignares et certaines personnes avec l'ouverture d'esprit un peu étroit, qui pensent que les jeux vidéo sont des trucs très cons et très bébêtes, et que passer 25 ans jouer aux jeux vidéo c'est complètement débile, eh bien ce jeu va fermer la gueule à tous ces connards qui ont l'ouverture d'esprit assez étroit dans leur petite tête, parce que ce jeu vidéo, encore une fois, est bien plus mature et bien plus complexe que tous les films que j'ai pu voir cette année. Bon, ça je pense que vous l'avez bien compris. C'est pour ça que le jeu a autant plu, pourquoi il parle de nous et aussi pour nous. Et la deuxième raison qui fait que je pense, et je vais finir ma vidéo là-dessus, et pourquoi en fait ce jeu résonne autant en beaucoup de monde et pourquoi il a cartonné dans le monde entier, parce que c'est pour moi peut-être c'est plus important si j'en parle, parce que c'est de comprendre en quoi Clair Obscur est une œuvre importante, une œuvre qui va pouvoir peut-être, je l'espère, mener dans les prochaines années à d'autres créations audiovisuelles fortes, singulières et authentiques. Clair Obscur Expédition 33 montre que la création originale est possible, que continuer à créer des œuvres aussi fortes est possible, des œuvres qui nous marquent, qui nous parlent, qui nous font pleurer, qui nous font rire, qui résonnent en chacun de nous par les thématiques. Et je pense sincèrement que Clair Obscur a fait beaucoup de bien à énormément de personnes. Des gens qui se sentent mal, qui ont perdu des proches. Cette œuvre résonne tout en gardant une volonté de parler d'amour, de croyance, de survie, avec énormément d'espoir. Comme on entend dans une des musiques, qui est celle de Une vie à t'aimer. C'est là où je me dis que parler de Clair Obscur en ne spoilant rien, c'est assez complexe quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que la création pure et originale existe encore. Pas de reboot, pas de remake, pas de suite, pas d'adaptation, rien de tous ces trucs. Là, on est sur quelque chose de purement et simplement original, avec des inspirations, rien de secret, mais tout se transforme. Et tout ça est encore possible fin 2025, début 2026, à l'heure où vous pouvez regarder cette vidéo. Et Clair Obscur Expédition 33 en est la preuve concrète. Et en plus, le jeu est français. Alors, croyez-moi, s'il avait été anglais, espagnol ou américain, j'aurais dit exactement la même chose, hein. C'est pas parce que je suis chauvin. Mais c'est juste que, et d'ailleurs c'est ça qui est étonnant, si le cinéma français s'inspirait un peu de nos studios de développement qu'on a à Montpellier ou à Lyon, comme notre très cher Zarkan Studio, créateur de Dishonored par exemple, ou bien évidemment Standfall Interactive, croyez-moi que les Américains, je pense qu'ils se mettraient un peu à genoux devant nous, comme justement est en train de faire Clair Obscur, parce que Clair Obscur a marqué cette année jeux vidéo, mais même dans la pop culture, mais d'une manière, ça a marqué au fer rouge quoi. Tout le monde a aimé Clair Obscur, enfin bon, il y en a qui n'ont pas aimé, comme
bien sûr, bien évidemment, ça ne peut pas contenter tout le monde, mais voilà, tout le monde a aimé Clair Obscur, et tout ça, on l'a bien vu avec les Game Awards récemment. Certaines critiques ont dit que le jeu a raflé trop de récompenses. Alors déjà, bon... Quand vous connaissez un peu les cérémonies, c'est normal qu'il y ait toujours un grand favori. C'est jamais totalement objectif, j'ai envie de vous dire. Après, il faut aimer le concept des cérémonies, dire « Ah, celui-ci, il est meilleur que l'un ». Bon, faut aimer le principe, j'ai envie de vous dire. Sur le papier, c'est quand même assez laborieux, j'ai envie de vous dire, comme concept. Je trouve ça vraiment un peu dégueulasse. Mais bon, c'est le jeu, c'est les règles du jeu. On a le droit absolument de pas être d'accord avec le titre de jeu de l'année. J'en ai eu, par certains moments où je trouvais que c'était un braquage. Parce que là, on peut le dire, c'est quand même un braquage, parce que 9 récompenses, je crois qu'ils ont battu un record, mais pour autant, pour moi, c'est absolument pas étonnant en fait que le jeu ait autant gagné. Toutes les catégories dans lesquelles il a été récompensé sont logiques et cohérentes. Enfin, je veux dire, meilleure musique, bah oui, putain, comme je vous ai dit, la musique est un chef-d'œuvre. Meilleure direction artistique, bah oui, en toute honnêteté, encore une fois, c'est la meilleure direction artistique. Meilleur scénario, bah oui, désolé, mais encore une fois, avec ce que j'ai dit sur le scénario, c'est profond, c'est intéressant, c'est intelligent, c'est complexe et c'est beau. Meilleure performance. Bah oui, désolé, quand vous voyez les personnages, quand vous voyez l'actrice Jennifer English interpréter le rôle de Maëlle ou Charlie Cox dans sa voix, c'est brillant, c'est magnifique. Meilleur jeu indépendant ou meilleur jeu RPG, alors là c'est plus des catégories qui sont en lien avec la construction du jeu, c'est un RPG et c'est aussi un jeu indépendant, donc oui, bien évidemment c'est logique qu'il le gagne. Il a tout déglingué sur son passage. Donc voilà, je sais, il y en a qui vont être déçus, mais je trouve que tout est mérité. Alors oui, c'est sûr que c'est un peu du favoritisme, mais en toute honnêteté, même les studios à côté savaient qu'il n'y avait aucune concurrence, tellement Clair Obscur a démoli la concurrence. Et en toute honnêteté, alors là je vais faire un peu le casse-couille, et je préfère 1000 fois qu'on récompense un Clair Obscur Expédition 33 plutôt qu'un Death Stranding avec un Hideo Kojima qui a un melon mais énorme, qui vraiment sa tête ne passe plus les portes quoi, même si j'ai aucun problème contre Kojima, mais bon voilà quoi, faut arrêter de se pignoler un peu sur Hideo Kojima. Ce que je veux dire par là, et bon après on peut ne pas être fan du jeu etc, mais que ces récompenses, ça envoie un message extrêmement fort et fondamental, que des petits studios qui viennent de Montpellier en plus, des petits studios peuvent créer même pas des grandes choses, mais des choses absolument splendides. Un studio qui est issu de Montpellier, qui crée un succès planétaire, c'est une des plus belles choses qui puissent arriver dans la création. Clair Obscur Expédition 33 prouve que créer, inventer, rêver existe encore. Donc, pour tout ça, alors encore une fois, c'est pas de la pub, je remercie les studios Soundfall Interactive pour le jeu. Je remercie Guillaume Broche, donc PDG et boss du studio, d'avoir cru en ce projet fou et d'avoir réussi pendant plus de 5 ans à travailler sur quelque chose d'absolument splendide. Merci à Lorient Testard, parce que sans lui, pas de musique, qui était quand même un petit prof de musique, qui est devenu un compositeur d'un mastodon magique et puissant qu'est cette putain de BO de Clair Obscur. Merci à la voix absolument symphonique d'Alice Dubois-Percier, qui donne encore une fois toute l'émotion, quelle voix magnifique. Merci à toutes les actrices et tous les acteurs qui ont prêté leur voix, leur corps, leur physique, parce que encore une fois, ça donne toute la force à ce putain de jeu. Le jeu, bien évidemment, n'a pas besoin de moi pour être encensé. Beaucoup penseront que je suis payé, ce qui est absolument pas le cas. Je ne suis pas connu, je ne suis pas un influenceur, je n'ai aucun intérêt à en parler autrement qu'avec honnêteté. Je suis sincèrement authentique quand j'en parle, à l'image un peu justement des studios de Soundfall Interactive quand ils font Clair Obscur Expédition 33. Donc en conclusion, je me répète énormément, mais voilà, juste pour faire un peu un truc on va dire formaté, Clair Obscur Expédition 33, c'est une œuvre magistrale, épique, puissante, émouvante, originale et ambitieuse. Sûrement, et je dirais même pas sûrement, c'est la plus belle œuvre vidéoludique à laquelle j'ai joué depuis très longtemps, et je pense que c'est la plus belle œuvre que j'ai vue cette année. toute composition et toute structure, on va dire, culturelle différente, quoi. Emporte tout. Est-ce que c'est vrai ?
Maël est avec lui. On doit y aller. Vite! Donc voilà pour cette vidéo, j'ai fait extrêmement long, mais il fallait parler de tout ce qui englobe ce jeu, toute la force de ce jeu, c'est absolument splendide. Parler de chef-d'œuvre, comme je vous ai dit, c'est trop tôt, mais parler d'un immense jeu, bien évidemment, c'est immense, c'est démentiel, c'est absolument splendide. J'aimerais vraiment débattre avec les personnes qui écouteront, qui ont joué au jeu ou qui n'ont pas joué au jeu, de débattre, peut-être aussi de débattre avec les gens qui ne sont pas d'accord, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas aimé le jeu ou si vous trouvez que j'en fais trop, pourquoi pas, il n'y a aucun problème, on peut en discuter. Alors juste, si vous voulez parler avec des spoilers, faut le dire, parce que voilà, on pourra débattre, mais il faut vraiment faire gaffe. Donc voilà, qu'avez-vous pensé si vous avez joué à Clair Obscur? Est-ce que vous trouvez que le succès est mérité? Est-ce que les Game Awards n'ont pas fait trop? Donc voilà, j'ai pas envie de faire trop long, mais bon, parler d'un jeu aussi démentiel, il faut parler, il faut quand même expliquer pourquoi le jeu est fou, pourquoi le jeu est important. Donc voilà, j'ai essayé de faire un truc qui englobe tout, parler à la fois de mon avis et aussi de comprendre en quoi il y a eu ce phénomène, pourquoi c'est arrivé comme ça. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, vive la France, hein, désolé, mais voilà, hein, c'est vraiment un jeu qui respire l'amour à la fois du jeu vidéo, de la France, de tout, de l'amour de tout. Voilà, c'est un jeu qui montre l'amour de tout, de l'inspiration et de la création. C'est ça qui est intéressant, c'est que le jeu a un amour pour la création, mais infini, quoi. Donc voilà, écoutez, merci d'avoir été jusqu'au bout, si vous êtes allé jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui likeront ou qui partageront, encore une fois. N'oubliez pas, si vous voulez voir d'autres vidéos, je sais pas si je ferai d'autres vidéos sur des jeux vidéo, parce que ça prend du temps, les petits abonnements. Sur YouTube, Spotify, etc. Moi, je vous dis à très bientôt. Peut-être la vidéo sur Avatar, si tout se passe bien. Même si je vous avoue que tu passes de Clair Obscur à Avatar, ça fait un peu mal au cul. Mais c'est pas grave. Encore une fois, les petits abonnements. Et moi, je vous dis à très bientôt sur le Ciné Icecast. Encore une fois, au revoir. J'ai envie de vous dire pour finir, pour ceux qui viendront après, pour ceux qui auront la référence. Merci encore, au revoir.